Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième webcast proposée par Marie, la filière de santé des maladies rares immunohématologiques. Le thème de cette édition est grossesse et maladies rares immunohématologiques, c'est possible. Avec trois thématiques, situation clinique du programme, grossesse et purpura thrombotique thrombocytopénique, grossesse et purpura thrombopénique immunologique et grossesse et déficit immunitaire. Pour chacune de ces trois thématiques, un cas clinique a été préparé par un interne qui va le partager avec vous, cas clinique qui sera commenté par un expert d'un centre de référence de la thématique. À tout moment, vous pourrez nous faire part de vos commentaires, de vos questions, en nous envoyant un message dans la rubrique qui se trouve sous la fenêtre vidéo. Mon collègue Jean Donadieu se trouve en régie pour coordonner vos questions. Pourquoi cette thématique? La grossesse est un souhait légitime, une question très fréquente de la part des jeunes patientes et une problématique qui concerne plusieurs de nos disciplines médicales. Nous allons passer à notre troisième thématique qui concerne la grossesse et les déficits immunitaires. Et pour nous présenter cette thématique, Claire Fiecchi, qui est expert du Centre des déficits immunitaires de l'adulte et qui travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et Johan Fadlala, et qui est interne en médecine interne. Merci. Donc nous, on va vous présenter deux cas cliniques qui représentent deux situations cliniques qui sont assez différentes dans l'hypogamma-globulinémie. Donc le premier cas, c'est celui de Madame G, 27 ans, qui a un déficit immunitaire combiné, donc un déficit immunitaire qui regroupe un déficit de l'immunité humorale et cellulaire, qui est connu depuis l'enfance, qui est très peu symptomatique, en dehors de verrues des extrémités qui sont résistantes aux traitements topiques. Elle est néanmoins traitée par Bactrim au long cours en prophylaxie d'infection ORL. Elle vient vous voir, l'examen clinique est sans particularité, il n'y a pas de syndrome tumoral, elle présente donc ces verrues connues. Le dosage pondéral des immunoglobulines retrouve 1,8 g par litre d'IgG, 0,29 g par litre d'IgA, 0,59 g par litre d'IgM. Les sérologies EBV et VZV sont positives, ainsi que les sérologies vaccinales. En revanche, la sérologie CMV et la sérologie toxoplasmose sont négatives. Elle vient vous voir en consultation, elle est enceinte de 3 semaines. Que suggérez-vous à ce stade de la grossesse? Est-ce que vous suggérez de débuter une substitution par immunoglobuline? Vous suggérez de ne pas modifier l'attitude actuelle vis-à-vis des immunoglobulines, d'arrêter le Bactrim, d'interrompre la grossesse ou de proposer un suivi rapproché? Les bonnes réponses sont l'absence de modification de l'attitude vis-à-vis du traitement par immunoglobuline. Il n'y a pas d'indication à instaurer un traitement substitutif, d'arrêter le Bactrim et d'instaurer un suivi rapproché mensuel pour cette patiente. Elle revient vous voir à 28 semaines d'aménorrhée, tout se passe bien, il n'y a pas eu d'événement infectieux et la grossesse est parfaitement normale. Quelle attitude maintenant? Est-ce que vous modifiez votre attitude thérapeutique maintenant qu'elle est à 28 semaines d'aménorrhée? Est-ce que vous proposez systématiquement une substitution en immunoglobuline par une dose de 0,5 g/kg? Est-ce que vous débutez une antibioprophylaxie? Est-ce que vous débutez cette antibioprophylaxie dès maintenant ou en péripartum? Ou est-ce que vous proposez une surveillance simple? Nous proposons à ce terme de la grossesse une substitution systématique à la dose de 0,5 g/kg. Et je laisse au professeur Fieschi la parole pour expliquer cette attitude thérapeutique. Merci. Alors, cette attitude s'explique principalement par la physiologie du passage des immunoglobulines à travers le placenta au cours de la grossesse. Le passage des immunoglobulines, il est assez précoce, et il a été démontré dès la 8e semaine d'aménorrhée, donc précocement, et il va être de plus en plus important au fur et à mesure de la grossesse, avec un maximum au 3e trimestre. Au 3e trimestre, où le placenta va être véritablement une pompe active qui démunit la femme en immunoglobulines pour enrichir le sang de l'enfant en immunoglobulines, puisqu'il est totalement dépourvu d'immunoglobulines et de lymphocytes compétents à la naissance. Donc c'est un transfert qui est actif, pratiquement que des IgG, il n'y a pas d'IgA et d'IgM qui y passent, et on va le voir sur la diapo suivante, des IgG de différentes, les sous-classes d'immunoglobulines passent de façon différente
selon le terme. Et ça passe par le récepteur néonatal des immunoglobulines. Et puis, on sait que plus il y a d'anticorps chez la mère au dernier trimestre, et plus il y aura d'anticorps chez le nouveau-né au moment de la naissance. Alors sur cette plaque, qui est une étude qui est déjà assez ancienne, qui a été faite sur des couples nouveau-nés mères avec des enfants qui étaient nés avant terme. Donc vous le voyez, il y a des enfants qui sont nés avant la 33e semaine d'aménorrhée, puis 36, 37, 39, 41 semaines d'aménorrhée. Ce qu'on montre, ce sont des ratios. Plus on est tard dans la grossesse et à partir de 37 semaines, il y a un ratio qui est à plus de 100% pour les IgG1, les IgG3 et les IgG4, tandis que les IgG2 passent moins bien le placenta. Donc évidemment, on essaye pendant ce dernier trimestre, entre 28 et 40 semaines, de substituer les femmes qui ne sont pas substituées pour leur permettre d'obtenir un taux résiduel d'IgG qui sera suffisant pour qu'elles puissent donner à leur enfant une protection passive par les immunoglobulines transfusées. Donc nous revenons au cas clinique. Maintenant, Madame G revient vous voir un mois plus tard, à 32 semaines d'aménorrhée. Tout continue à bien se passer. La croissance fœtale est parfaitement satisfaisante. Mais le contrôle mensuel de la sérologie toxoplasmose est positif, à un titre significatif. Que pensez-vous de cette sérologie toxoplasmose? S'agit-il d'une primo-infection à Toxoplasma gondii? Faut-il débuter un traitement antibiotique curatif d'emblée? Faut-il débuter une antibioprophylaxie? Faut-il se méfier d'une fausse sérologie positive ou utiliser une autre surveillance que la sérologie? Dans ce cas d'une récente substitution, il faut se méfier d'une fausse sérologie positive et utiliser une autre surveillance que la sérologie. Oui, alors c'est un piège classique chez les patientes qui reçoivent des immunoglobulines polyvalentes, en particulier quand elles n'étaient pas substituées en début de grossesse. Les immunoglobulines polyvalentes, ce sont des poules qui sont fabriquées à partir de plusieurs milliers de donneurs de plasma, qui transmettent pratiquement exclusivement des IgG, puisque les taux d'IgM sont pratiquement nuls et les taux d'IgA sont négligeables. Ces immunoglobulines, elles ont la même composition en sous-classe qu'un plasma normal, mais également en termes de sérologie, et elles sont donc le reflet de tous les donneurs de plasma qui ont participé à ces lots d'immunoglobulines. Donc en général, les sérologies sont positives avec des anti-HBs positifs, des anti-EBV positifs, des anti-CMV positifs, des anti-toxoplasmose en général positifs, etc. Et également les sérologies vaccinales, c'est aussi pour ça qu'on les utilise. Mais dans ces cas particuliers de la grossesse, il faut évidemment se méfier de sérologie positive, surtout quand les sérologies sont faites dans des labos de ville, que ça inquiète beaucoup. Les patientes vont avoir une sérologie positive et ça ne sera pas forcément parce qu'elles viennent de rencontrer Toxoplasma gondii. Ça veut dire que si on veut être sûr qu'il y a eu un contact ou il n'y a pas eu de contact avec la toxoplasmose, il faut plutôt utiliser d'autres techniques immunologiques, avec en particulier les techniques de prolifération aux antigènes qu'on peut faire de façon mensuelle ou tous les 2 mois pour surveiller ça. Et puis un dernier point, c'est qu'habituellement, il n'y a pas de justification à utiliser des immunoglobulines dépourvues d'IgA, même si ce sont des patientes qui n'ont pas d'IgA détectable dans le sang, parce que la plupart du temps, les immunoglobulines classiques ne font pas d'effets indésirables importants chez les patientes, donc ça n'est pas justifié. Si évidemment il y a une mauvaise tolérance, et on peut discuter de cette possibilité. Nous allons passer au deuxième cas, qui est un cas complètement différent, parce que c'est une patiente de 34 ans qui a un tableau de déficit immunitaire commun variable, qui a été diagnostiquée à l'âge de 25 ans par une primo-infection CMV symptomatique avec PTI, qui fait des pneumopathies bactériennes à répétition, qui a une splénomégalie avec une dilatation des bronches modérée, un défaut de cellules B mémoire switchées, une hypogammaglobulinémie profonde, des sérologies vaccinales négatives et des sérologies EBV, CMV, VZV et toxoplasme positives. Donc cette patiente, en raison de ce tableau sévère de DICV, est substituée en immunoglobuline depuis l'âge de 28 ans, par voie IV, puis par voie sous-cutanée. Elle vient vous voir donc en consultation parce qu'elle est enceinte de 10 semaines d'aménorrhée. Pensez-vous qu'il faille apporter des modifications à l'administration des immunoglobulines? A, est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucune modification?
Faut-il passer à la voie intraveineuse? Faut-il passer à la voie sous-cutanée? Augmenter les posologies ou rapprocher les perfusions? Aucune modification thérapeutique n'est nécessaire chez cette patiente. Elle est substituée par voie sous-cutanée et on peut continuer comme ça. Alors pour l'administration des immunoglobulines pendant la grossesse, en fait, il n'y a pas de consensus bien établi. Ce qui est sûr, c'est que la voie sous-cutanée n'est pas contre-indiquée et elle a été démontrée comme étant efficace et bien tolérée pendant la grossesse et rapportée dans un certain nombre d'articles, et que la voie intraveineuse n'est pas systématique, c'est-à-dire que les patientes qui sont bien avec une voie intraveineuse mensuelle doivent le rester, les patientes qui sont bien avec une voie sous-cutanée peuvent le rester également. Le seul objectif, je dirais, c'est évidemment d'atteindre un taux résiduel suffisant. On dit entre 6 et 8 grammes d'IgG en fin de grossesse, puisqu'on l'a vu et on le sait, plus le taux d'IgG chez la mère est élevé et plus le taux chez l'enfant sera de bonne qualité et pourra couvrir ses premiers besoins les 3 à 6 premiers mois de la vie avant qu'il ne puisse produire lui-même ses propres immunoglobulines. Habituellement, on majore donc les posologies en fin de grossesse, puisque comme je le disais tout à l'heure, ce placenta est une pompe active. Donc les patientes qui sont équilibrées en début de grossesse ont habituellement besoin, à la fois avec la prise de poids et cette physiologie particulière des immunoglobulines, d'avoir une posologie un peu plus importante d'immunoglobulines. Et on peut, de façon habituelle, modifier le mode d'administration en cours de grossesse selon les besoins et les impératifs de la femme enceinte. On peut commencer par voie intraveineuse, passer par voie sous-cutanée, repasser à la voie intraveineuse s'il y a des inquiétudes pour les piqûres dans le ventre, dans les cuisses, etc., au moment de la grossesse, sur l'auto-administration, etc. Donc il n'y a pas de consensus. Le principal objectif, c'est de garder un taux résiduel de bonne qualité jusqu'à la fin de la grossesse. Donc Madame, elle, accouche à terme à 39 semaines d'aménorrhée. L'enfant va parfaitement bien. Il a un chiffre de plaquettes normal à J0 et à J5. Et la patiente s'interroge, peut-elle allaiter comme toute autre mère. Alors vous lui répondez que l'allaitement est contre-indiqué au cours du DICV, qu'il est inutile parce qu'il ne contient pas, parce que le lait maternel, dans son cas, ne contient pas d'IgA, parce que l'allaitement majore le risque de complications infectieuses chez la mère, parce qu'il est nécessaire, ou pensez-vous que toutes ces propositions sont fausses? Donc dans ce cas-là, toutes ces propositions sont fausses. Claire Fieschi va nous parler de l'allaitement chez les femmes avec un déficit immunitaire humoral, oui. Alors le lait maternel, ça contient effectivement beaucoup d'IgA, elles sont majoritaires, mais aussi des IgG, c'est-à-dire que les immunoglobulines qui sont transfusées à la mère à la mère qui a une hypogammaglobulinémie pendant la grossesse vont également passer dans le lait maternel. Et comme habituellement ces patientes étaient substituées avant, évidemment elles continuent à être substituées après l'accouchement. Donc les immunoglobulines qui circulent dans leur sang passent aussi dans leur lait. Plus il y a d'immunoglobulines dans le sérum et plus le lait est concentré en immunoglobulines, ça on le sait et ça a été démontré également. Et l'allaitement n'est ni contre-indiqué ni indispensable. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que les femmes choisissent d'allaiter sans se dire c'est inutile donc je ne le fais pas ou c'est indispensable et donc je le fais. Il faut qu'elles fassent comme si elles n'avaient pas de maladie grave. Bon, la seule chose qu'il faut noter, c'est que les immunoglobulines, c'est un produit qui est dérivé du sang et qui expose à un risque qui est exceptionnel et peut-être actuellement inconnu, mais de maladies transmissibles. Enfin, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les substitutions en immunoglobulines. L'allaitement doit se faire chez les femmes, qu'elles aient un déficit moral ou pas de déficit immunitaire, comme elles sentent de faire, et plutôt qu'avec des problèmes médicaux. Donc les points qu'on voulait souligner à propos de ces deux observations, qui sont assez différentes, puisqu'on part d'abord d'une femme qui est non substituée et dont la grossesse justifie d'une substitution. Cette jeune femme qui a eu deux grossesses, pour les deux grossesses, on a substitué au dernier trimestre, couvert la période du péripartum et arrêté la substitution ensuite. Et la deuxième jeune femme qui a une substitution depuis maintenant plus de 15 ans et qui a continué ses immunoglobulines pendant toute la grossesse. Les femmes substituées avant la grossesse doivent le rester pendant toute la durée de la grossesse.
grossesse pour obtenir un taux résiduel correct pour la mère et pour le nouveau-né. Les femmes qui ne sont pas substituées doivent être substituées et justifiées pour permettre que les premiers mois de la vie de cet enfant se passent bien. La voie d'administration des immunoglobulines dépend de la tolérance et du choix des femmes, mais n'est pas fixée. Et la substitution en immunoglobulines polyvalentes, n'oubliez pas, positive un certain nombre de sérologies, en particulier au cours de la grossesse, celles qui sont critiques, c'est la sérologie de la toxoplasmose. La stratégie vis-à-vis de l'allaitement ne doit pas être modifiée par l'existence de ce déficit immunitaire humoral et l'hypogammaglobulinémie. Voilà. Merci Joanne, merci Claire. On a le temps pour plusieurs questions. Il y a des questions sur la génétique des déficits immunitaires et puis le risque génétique également pour l'enfant. On a 2 femmes qui ont un taux d'immunoglobuline relativement proche, avec une symptomatologie clinique totalement différente, mais malgré tout, chez la deuxième, une révélation de sa pathologie alors qu'elle est jeune adulte. Vous nous avez parlé de déficit immunitaire comme invariable, de déficit immunitaire combiné. Il y a tout un jargon des immunologistes qu'il n'est pas toujours facile de suivre parce que finalement, ces 2 jeunes femmes ont une hypogammaglobulinémie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les progrès qui sont faits aujourd'hui dans la classification de ces déficits immunitaires sur le plan génétique dans les grandes lignes? Et cet enfant, faut-il le surveiller? Faudra-t-il l'explorer? Y a-t-il un risque pour lui? Et finalement, y a-t-il un risque pour ces femmes qui ont certains déficits immunitaires d'avoir un enfant ayant lui-même un déficit immunitaire? Alors c'est évidemment une très bonne question et une question qu'on nous pose souvent. Le déficit immunitaire humoral, c'est un déficit immunitaire qu'on classe dans déficit commun variable, qui est devenu un assez mauvais terme, enfin peu importe. On sait que quand on dépiste un individu avec un déficit immunitaire humoral de type DICV et qu'on essaye d'être le plus exhaustif possible dans ses apparentés au premier degré, ses parents, ses frères et sœurs ou ses enfants, dans un tiers des cas, on va trouver un individu avec un défaut de production d'anticorps, le même que le propositus, que le patient, ou un peu différent. Un déficit en IgA complet dans un cas, un déficit en sous-classe d'immunoglobulines. On trouvera une anomalie également des immunoglobulines chez les apparentés au premier degré. Donc, est-ce que c'est justifié de dépister? Probablement oui. Dans la petite enfance, si l'enfant est complètement asymptomatique, je ne suis pas sûre. Mais ça, après, c'est des débats qui sont un peu plus compliqués. En génétique, on a fait beaucoup de progrès les 10 dernières années et encore plus les 3-4 dernières années, puisqu'on arrive maintenant à identifier génétiquement les déficits immunitaires qui sont pour nous les plus graves, c'est-à-dire ceux qui ont des pathologies entre guillemets associées au défaut de production d'anticorps, c'est-à-dire les patients qui ont des cytopénies auto-immunes, des anomalies hépatiques, de la diarrhée chronique. Ces patients-là sont en train pratiquement tous d'être rangés dans des cases génétiques. Et évidemment, quand la mère a un diagnostic génétique identifié, il sera justifié dans les premières années de vie de l'enfant de faire le dépistage génétique pour pouvoir, non pas prédire ce qui va se passer, parce qu'on sait qu'il y a dans ces maladies une pénétrance variable, c'est-à-dire qu'il y a des patients il y aura des individus qui auront une mutation et qui ne présenteront jamais de déficit immunitaire, on le sait déjà, mais savoir que cet enfant a une mutation ou n'a pas de mutation et le surveiller de façon un peu différente s'il a une mutation ou s'il n'en a pas. Donc ça, je pense qu'on pourra offrir ça. Je crois qu'il n'y a pas du tout d'indication à le faire en prénatal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diagnostic prénatal à faire. Et puis, il faut le faire peut-être dans la première année de vie si les enfants sont très symptomatiques. S'ils sont peu symptomatiques, je pense que dans les 5 premières années de vie, ça suffit. Parce que, au fond, ça pose la question du diagnostic génétique, de la consultation de génétique, de savoir quel est le bénéfice pour cet enfant à ce qu'on fasse un diagnostic génétique de mutation, alors qu'on sait que dans un certain nombre de cas, ils vont rester asymptomatiques. Donc ça, c'est des questions de généticiens qui sont encore ouvertes, mais c'est des choses importantes. Une autre question est de savoir si la grossesse modifie le risque infectieux, augmente c'est une très bonne question. Alors,
Probablement un peu. On sait que pendant la grossesse, il y a une certaine vulnérabilité. On connaît des grippes extrêmement sévères pendant la grossesse. On sait la vulnérabilité à l'hystéria, etc. Je dirais que les femmes enceintes, dans notre expérience, les femmes enceintes qui sont substituées en immunoglobulines ont finalement des grossesses assez paisibles, y compris en termes de consommation d'antibiotiques. La plupart, même si elles étaient un peu malades avant leur début de grossesse, le plus souvent ont des grossesses paisibles, peut-être aussi parce qu'on est plus vigilant, on essaye de maintenir des taux d'immunoglobulines qui sont plus importants, peut-être qu'elles sont plus vigilantes et qu'elles essayent de s'arrêter de travailler avant, de ne pas être trop en contact avec des gens malades, mais en tout cas, il y a un risque théorique qui est plus important, mais dans la pratique, j'ai pas de souvenir de catastrophe pendant la grossesse de femmes qui avaient des déficits immunitaires humoraux. Alors vous parlez de l'antibioprophylaxie ou de l'antibiothérapie curative. Vous avez souligné tout à l'heure, Joanne, que chez cette femme, le Bactrim avait été arrêté, surtout en début de grossesse. Est-ce qu'il y a des conseils que l'on peut donner sur des antibiotiques que l'on peut utiliser, en particulier en début de grossesse, ou à l'inverse, des antibiotiques qu'il ne faudrait surtout pas utiliser? On n'utilise pas les quinolones. On n'utilise pas le Bactrim, en tout cas dans le premier trimestre de la grossesse. Et on peut utiliser assez facilement toutes les pénicillines et les céphalosporines de 3e génération, ce qui laisse un spectre pour ces femmes qui ont essentiellement des infections ORL et pulmonaires à répétition, éventuellement urinaires, un spectre assez large de possibilités pour les patientes. Les femmes qui sont sous antibiotiques ou sous antibioprophylaxie avant le début de la grossesse, en général, sont laissées sous ces antibiotiques, sauf évidemment quand l'antibiotique est contre-indiqué en début de grossesse. Une question est à propos de l'accouchement. Est-ce que l'accouchement nécessite des précautions particulières? Alors, moi, avec le temps, je suis devenue assez pro-antibiotique. C'est-à-dire que je crois qu'il faut pas qu'il y ait de risque. Si la mère est très bien substituée et qu'elle a entre 8 et 10 grammes, ou 8 grammes de gamma-globuline au moment de l'accouchement, et que tout se passe bien par voie basse, je ne suis pas sûre qu'il y ait de nécessité. Mais s'il y a la moindre chose, des antécédents d'infection urinaire, etc., je pense que faire 3 ou 4 jours d'antibiotiques, de céphalosporine de 3e génération autour de l'accouchement, juste avant ou au moment de l'accouchement, et puis 4 ou 5 jours après, franchement, ça me paraît pas choquant. Et je pense que c'est aussi, d'autant plus quand il y a eu une césarienne, d'autant plus quand le travail a été long. Je trouve qu'il ne faut pas être trop prudente avec ces femmes parce qu'il ne faut pas que leur accouchement et la naissance de ce petit enfant soient différents pour la façon dont ça se passe que chez les autres femmes. Donc je prends un peu plus de précautions. Quand on me demande, je donne assez volontiers des antibiotiques. Et sur le nouveau-né, vous avez cité l'immaturité immunologique du nouveau-né et donc la nécessité de perfuser des immunoglobulines pour apporter à ce nouveau-né un stock suffisant. Est-ce que ce stock d'immunoglobulines est comparable, c'est-à-dire sur les quelques semaines ou quelques mois de vie avant que son système immunitaire devienne autonome? Est-ce que ce stock est comparable à celui d'un bébé dont la mère n'a pas de déficit immunitaire, ou est-ce qu'il y a une vigilance particulière? C'est une très bonne question. Il y a très peu de papiers là-dessus. Il y a un papier qui rapporte 2 couples mère-enfant, dont les 2 femmes sont substituées pour un déficit immunitaire humoral. Et les chiffres sont un peu différents, mais habituellement les 2 nouveau-nés ont plus d'immunoglobulines IgG que leur mère à la naissance. Donc ça rend plausible le fait que la pompe, le placenta, fait son travail de pompe en fin de dernier trimestre comme c'était connu jusque-là. Ce qu'on ne sait pas, alors pour les 2 enfants, en fait, l'évolution a été tout à fait paisible. Ce qu'on ne sait pas très bien, c'est si ces enfants perdent les immunoglobulines plus rapidement que les enfants naturellement, mais il ne semblerait pas que dans les 2 cas qui ont été rapportés, il y ait de nécessité de prendre des antibiotiques de façon plus importante pour ces 2 petits-enfants. Vous avez souligné le mode d'administration des immunoglobulines, donc on va dire qu'il n'y a pas de danger, ni par voie intraveineuse, ni par voie sous-cutanée. Il y a un petit peu la crainte de la piqûre dans le ventre que l'on peut comprendre dans les perfusions sous-cutanées, mais il y a d'autres sites possibles. Dans votre expérience, est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Mais enfin, on sait que les perfusions sous-cutanées d'immunoglobulines sont une voie, pas nouvelle, mais en tout cas dont les modalités continuent à progresser. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes enceintes,
sont substituées plutôt par voie intraveineuse, plutôt par voie sous-cutanée ou... En fait, je dirais que le plus souvent, elles continuent leur mode de substitution, comme elles avaient avant, c'est ce qui se passe. Ce qui peut un peu changer, c'est que elles sont parfois fatiguées à la fin de la grossesse, elles demandent à ce qu'on repasse en intraveineux pour qu'elles n'aient pas besoin de se piquer une fois par semaine. Mais globalement, celles qui étaient en sous-cutanée et qui étaient bien restent en sous-cutanée, et celles qui étaient en intraveineuse, qui étaient bien en intraveineuse, restent en intraveineuse. Et globalement, la proportion, dans votre expérience, de déficit dans cette population active qui parfois a déjà des enfants, la plupart des femmes sont en perfusion sous-cutanée à domicile. Comme ça, elles peuvent faire d'autres choses en même temps que leur Elles peuvent perfusion. faire leur package. Je ne voulais pas le dire, mais en tout cas, merci. Merci Claire, merci Jeanne pour cette session.